Oui, merci. Non, pour moi, c'est un sujet un peu nouveau, mais il se trouve que j'ai été amené à faire, dans le cadre de l'Académie nationale de médecine, un travail sur les relations entre l'habitat et la santé, et j'ai été particulièrement intéressé par ce sujet particulier, donc, que je viens de présenter ici pour la première fois. Alors, comme vous le savez, la politique de la ville, le renouvellement urbain, est géré par l'Agence nationale du renouvellement urbain. Et on trouve sur les sites internet de gros rapports, par exemple celui-là qui a été publié en mars 2013 et qui fait la synthèse justement de ce qui s'est passé en termes de renouvellement urbain au cours de ces dernières années. Et alors j'attire tout de suite votre attention sur le coût très élevé de ces politiques de réhabilitation. On en parle beaucoup depuis 10 jours, hein. C'est vrai que c'est au cœur des problèmes sociaux. Donc vous voyez, sur les 3 dernières années, 44 milliards d'investissements dans les grands programmes de renouvellement urbain, dont environ un tiers sont pris en charge par la collectivité, par l'Agence nationale de renouvellement urbain. Et alors on trouve aussi ce rapport qui a été publié il y a un peu plus d'1 an, et qui, bon, j'ai bien conscience que tout ça est écrit très petit, mais c'est justement pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le cahier des charges du renouvellement urbain. Et alors on parle du bénéfice du renouvellement urbain sur les conditions de vie des résidents des quartiers, et puis en dessous, les effets bénéfiques attendus sur le fonctionnement des quartiers et leur attractivité. Donc là, il est question de favoriser le lien social, de favoriser l'accès au commerce, favoriser l'accès aux écoles. Donc vous voyez que ce sont de volumineux rapports. Et le point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que nulle part n'est mentionné le terme de santé. Alors il y a également des analyses économiques, on vient d'en entendre parler. Et dans le coût-bénéfice, là aussi, l'aspect santé n'est pas pris en compte, en tout cas dans ce travail qui a été publié sur les années 2006-2011. Alors ça n'a plus été le cas aujourd'hui, puisque l'OQAI vient de publier il y a quelques mois un rapport sur le coût de la pollution intérieure qui intègre les données sanitaires. Voilà, alors, en parallèle avec l'action des autorités, enfin des politiques, de la puissance publique, voilà maintenant ce qu'on peut lire de l'évaluation sanitaire de ces grands programmes. Vous voyez que celui-là est assez ambitieux, hein, puisqu'il a fait une revue de la littérature sur 120 ans, de l'année 1887 à 2007. Bon, vous ne serez pas surpris si je vous dis que la plupart des études qui sont mentionnées dans ce papier, quand même, sont récentes. Et alors là, oui, là, c'est encore petit, mais pour dire que le travail était quand même d'ampleur absolument gigantesque, puisque les auteurs sont partis de 27 000 publications, pour finalement arriver à 45 études. Alors c'était des études, c'est assez intéressant de le voir, des études vraiment de type essai clinique, des études dites quasi expérimentales, c'est-à-dire qu'il y a un groupe intervention dans lequel on est intervenu sur le bâtiment, et puis un groupe contrôle, donc le groupe exposé, non exposé, et puis on a suivi ces populations, et puis au bout d'un certain nombre de mois, ou d'un an, de 2 ans, on fait le constat de l'intérêt ou pas de ces programmes. Alors vous voyez que sur la... Enfin, vous ne voyez sans doute pas, mais ces programmes ont été divisés en 4 groupes. 20 programmes sur l'amélioration qui portaient sur la déperdition énergétique et sur la température du logement. Et ces 20 programmes ont été classés selon leur qualité, justement en fonction du fait qu'il y a un tirage au sort, donc une randomisation, qu'il y a un groupe contrôle, qu'il y a une évaluation symétrique dans les 2 groupes. Donc en études de très bonne qualité, moyenne, et puis c'est des études de moins bonne qualité. Ici, on a des
des études qui ont consisté en une réhabilitation, alors plus complète, ou même un déménagement des groupes de population. Bon, on est moins concerné par les études sur la partie droite de la figure, parce que ce sont des études menées dans des pays en développement, où vraiment les habitations manquaient, bon, c'est ce qu'on appelle l'habitat indigne, il manquait des équipements de base, donc ce sont des études dans lesquelles ces équipements ont été apportés, et puis des études dans les taudis, où on a démoli les taudis, on a relogé les habitants. Bon, alors je passerai sur cet article, fait au moins 40 pages, chaque étude est analysée avec précision. Alors voilà par exemple la synthèse des études sur l'effet sur les pathologies respiratoires des procédures qui ont comporté une action sur les déperditions énergétiques et sur la température du logement. Donc on voit une douzaine d'études, alors avec ici le risque relatif d'avoir des pathologies respiratoires. Évidemment, si le programme est inefficace, on est au risque 1, et si l'intervention est efficace, on se trouve un risque relatif qui varie entre 0,1 et 1. Alors, quand on regarde ce graphique, on peut avoir l'impression que globalement les études sont plutôt positives, mais en réalité, il y a une néo-zélandaise qui a travaillé énormément sur le sujet, qui s'appelle Howden Chapman, et qui a travaillé sur des populations très défavorisées, puisqu'il s'agit de Maoris, donc d'un groupe ethnique vraiment logé dans de très mauvaises conditions. Et on peut constater que, voilà, c'est les études de Madame Owen Chapman ici, ce sont toutes celles qui sont positives, puisqu'on voit le risque relatif et l'intervalle de confiance, dans la plupart des cas, n'atteint pas ou à peine le risque 1, enfin le niveau 1, donc ce qui veut dire que statistiquement, l'effet est positif. Mais si on élimine ces études-là et qu'on regarde celles qui sont effectuées dans des populations plus standards, on peut dire, l'effet sur la santé respiratoire est pas très intéressant, quoi, puisqu'il est que les populations aient bénéficié, entre guillemets, de ces interventions ou pas. Les risques respiratoires sont les mêmes. Donc la conclusion de ces auteurs, c'est que toutes ces interventions, pourtant très coûteuses, étaient décevantes et qu'il fallait sélectionner les groupes de population sur lesquels elles portaient. Alors notamment chez les Maoris, il y avait eu des programmes de réhabilitation qui concernaient uniquement les asthmatiques. Donc c'était de se cibler sur les populations malades, notamment pour les risques respiratoires évidemment, les asthmatiques, et puis les populations pour lesquelles au départ les conditions de logement étaient les plus mauvaises, mais que ce n'était pas très intéressant de le faire de façon indiscriminée. Et alors j'ajoute, pour la regarder un peu plus en détail, une étude qui a été publiée depuis, donc c'est une étude publiée en 2013 à Glasgow, et sur le même modèle, c'est-à-dire d'identification de deux groupes de population, tirage au sort. C'est peut-être, bon, les Anglais peuvent se le permettre, je ne sais pas si ça serait très accepté ici de tirer au sort en fonction du tirage au sort. On reste où on est, on déménage, ou on a une réhabilitation de son logement. Bon, évidemment, ceux qui sont dans le groupe contrôle, ensuite on leur assure qu'une fois que le programme est terminé, ils bénéficient aussi d'un relogement. Voilà, donc ça s'appelle, je la présente sur le titre Natural Experiment, parce que c'est vraiment ça se rapproche tout à fait d'un essai clinique. Et alors, bon, je ne voudrais pas trop insister sur le design de l'étude qui est un peu complexe, mais l'étude s'est faite en deux vagues. Vous voyez, donc des études absolument considérables, 11 000 personnes au départ qui ont été revues. 9 000 de ces personnes ont été revues. Bon, toutes n'ont pas accepté de participer. Le taux de réponse était environ de 50%. Et donc, il y avait trois groupes. Un groupe contrôle, un groupe dans lequel le logement a été démoli et les populations ont été déplacées, et puis un groupe dont le logement a été amélioré, a été réhabilité. Voilà, alors les résultats, je ne montrerai que cette plaque.
les résultats, alors d'une part sur la santé mentale, parce que c'est toujours un souci, notamment chez des familles qui ont des adolescents, de déplacer les familles et de faire perdre le lien social, notamment avec les camarades. Donc il y a toujours un focus particulier sur la santé mentale, et puis ici sur la santé physique, et on retrouve les trois groupes, le groupe contrôle, le groupe démolition, le groupe réhabilitation, avec un score, et on voit bien, enfin le score, peu importe, c'est sur 100, on voit bien avant, après, il y a très peu de changements, et la différence n'est pas statistiquement significative quand les habitations étaient démolies et les personnes déplacées par rapport au groupe contrôle. Elle l'est légèrement à court terme pour la santé mentale quand il y a eu réhabilitation des logements. Et alors, pour la santé physique, sans rentrer dans les détails, on voit bien qu'il n'y a aucune différence statistiquement significative sur la santé physique de ces populations dans aucun des deux groupes d'intervention. Et à côté de ces constatations très, très décevantes, il faut bien le dire, je vais vous montrer deux études, mais il y en a d'autres qui, celles, sont des études ad hoc. C'est-à-dire qu'on a pensé santé quand on a mis en route ces programmes de réhabilitation. Alors là, justement, c'est la fameuse étude en Nouvelle-Zélande, Oden Chapman, donc qui a isolé des logements, 1350 logements, c'est pas rien comme programme, avec un groupe contrôle. Et pourtant, les indicateurs de climat intérieur ont été très peu modifiés. On voit que la température s'est élevée, les moyennes s'est élevée seulement d'un demi-degré dans les logements isolés, et l'humidité relative n'a reculé que de très peu. Et pourtant, l'effet en termes de santé est colossal, enfin c'est l'ordre de grandeur d'un traitement anti-asthmatique. Donc on voit qualité de vie a progressé de 50%, beaucoup moins de sibilance lorsqu'on examine ces personnes, 40% de moins d'absentéisme scolaire, 50% de moins d'absentéisme professionnel. Alors une deuxième étude comme exemple, c'est une étude faite à Glasgow, là encore. Alors là, chez des enfants asthmatiques, on retrouve l'intérêt de cibler l'intervention, avec dans tous ces logements la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée, et puis dans certains logements, la mise en place d'un chauffage aussi qui était déficient, et on a des indicateurs positifs, là aussi, en termes d'amélioration de la qualité de vie et en termes de régression de l'absentéisme scolaire. Voilà, donc on peut se demander pourquoi les choses marchent aussi bien dans les études ad hoc et aussi mal dans les réhabilitations tout venant. Voilà un travail fait par l'association Que Choisir qui a fait venir des artisans dans des logements, enfin c'est une sorte en caméra cachée on peut dire, pour voir ce qu'ils proposeraient. Donc elle a appelé des professionnels de la rénovation énergétique, et pour voir ce qu'ils proposeraient en termes d'évaluation thermique du logement, de bilan énergétique du logement. Et puis ensuite, une fois que le bilan énergétique est fait, quelles sont les propositions de ces professionnels en termes de travaux à faire. Et puis enfin, mais là j'en parlerai pas ici, la qualité de l'information donnée sur les aides possibles, parce que c'est vrai que ces aides sont très diversifiées. Enfin aujourd'hui, il y a un guichet unique qui a été mis en place à l'ANA, mais ces dernières années, c'était pas simple de savoir à quelle porte taper. Et alors voilà leur résultat qui est publié dans la revue Que Choisir. Donc sur l'évaluation thermique du bâti, ils considèrent que dans 14% des cas, aucune évaluation n'a été faite, et que dans la majorité des cas, l'évaluation est succincte, partielle,
Et donc, ils ne trouvent d'évaluation exhaustive que dans 3% des logements testés. Pour ce qui est de la deuxième question, c'est-à-dire les propositions d'amélioration, de travaux à faire une fois que le bilan énergétique a été effectué, c'est un peu la même chose. On voit que 3% de propositions cohérentes, aucune proposition, et dans la majorité des propositions insuffisantes. Alors de ce point de vue-là, dans ce domaine, on ne peut que se féliciter de l'instauration d'un label récent qui s'appelle Renouvellement reconnu garant en environnement, éco-artisan. D'ailleurs, c'est M. Anne Douche qui nous en avait parlé d'une réunion récente. Et le principe, alors je vous lis un peu tout ça parce que c'est intéressant. Donc dès le 1er septembre 2014, le prêt PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Donc l'attribution des prêts à taux zéro et le crédit d'impôt développement durable sont conditionnés. L'obtention de ces aides publiques est conditionnée par le fait de faire intervenir ces artisans particuliers qui bénéficient de ce label. Et on dit ici qu'effectivement c'est une bonne chose puisqu'aujourd'hui les aides sont liées au matériel comme par exemple les chaudières à condensation, mais pas au savoir-faire des artisans et des entreprises. Et c'est incontestablement une meilleure façon d'utiliser l'argent public. Voilà, alors j'arrive à ma conclusion. La conclusion, vous l'avez compris, c'est que les programmes de réhabilitation indiscriminés, au regard des sommes colossales qui sont concernés sont extrêmement décevants. Donc il faudrait essayer de les réorienter. Alors les réorienter d'une part, mais c'est peut-être pas très facile, avec une discrimination positive vis-à-vis des quartiers les plus délabrés et des populations qui sont en mauvaise santé. Bon, c'est pas facile à identifier, il faut bien le dire. Mais de façon alors plus pratique, il me semble, on ne peut que constater qu'aujourd'hui, les travaux de réhabilitation sont faits dans une optique de confort ou même d'esthétisme. Et par exemple, changer les huisseries, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est pas efficace et c'est même pervers dans la mesure où la qualité de l'air du logement va se dégrader. Et donc, ça serait un plaidoyer pour réintroduire le corps médical, finalement, dans ces programmes, comme c'était le cas autrefois, d'ailleurs, au temps de l'hygiénisme, 19e siècle, début du 20e siècle. Peut-être l'ancien directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris en conviendra. Donc, les médecins étaient consultés dans ces programmes de réhabilitation. Voilà, donc ça me semblerait une bonne chose dans les services communaux d'avoir un médecin qui donne son avis sur le cahier des charges des entreprises qui vont participer à ces programmes de réhabilitation. Merci.